Bonjour, chers auditeurs et fidèles compagnons de voyage dans le temps. Bienvenue dans votre rendez-vous dominical avec l'histoire, dans Astérisque l'historien du dimanche Astérisque. Installez-vous confortablement, préparez votre boisson préférée, car aujourd'hui, nous partons pour un périple fascinant, direction la Grèce antique, à la rencontre d'un homme dont l'ombre continue de planer sur notre compréhension du monde, Thucydide. Imaginez une époque où la Grèce, cette terre de mythes et de génie, était en pleine ébullition. Un monde bouillonnant d'idées, de rivalités, et de rêves de grandeur. C'est dans ce creuset que va naître une des œuvres les plus puissantes de l'humanité, l'histoire d'un conflit titanesque qui allait déchirer le monde grec pendant près de 30 ans, la guerre du Péloponnèse. Et au cœur de cette tourmente, un homme, un Athénien, va se lever non pas pour la vivre en simple spectateur, mais pour la disséquer, l'analyser, et nous la livrer avec une clairvoyance qui défie les âges. Cet homme, c'est Thucydide. Alors, qui était donc Thucydide ? Et pourquoi son œuvre est-elle si fondamentale, si moderne, qu'elle est encore étudiée aujourd'hui dans nos écoles de diplomatie, de sciences politiques, ou même nos écoles militaires ? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Thucydide est né à Athènes, probablement autour de 460 avant notre ère. Il est issu d'une famille noble et influente, liée aux Pisistratides, d'anciens tyrans d'Athènes, mais aussi à Cimon, un grand général athénien. C'est une famille qui a les moyens, qui a l'éducation, et qui est au cœur du pouvoir. Thucydide grandit donc en pleine période de l'âge d'or athénien, ce moment incroyable où Périclès brillait de mille feux, où le Parthénon prenait forme, où la démocratie athénienne atteignait son apogée. Il voit sa cité s'épanouir, devenir une puissance maritime, commerciale, intellectuelle inégalée. Il voit aussi, sans doute, les prémices des tensions, l'arrogance croissante d'Athènes, la méfiance qu'elle inspire à ses rivaux. C'est un homme d'action, pas seulement un contemplatif. En 424 avant Jésus-Christ, il est même élu stratège, c'est-à-dire général, et envoyé en Thrace, une région stratégique. Malheureusement pour lui, et heureusement pour l'histoire, diront certains, il échoue à défendre la ville d'Amphipolis contre le général spartiate Brasida. Cet échec lui coûte cher, il est exilé d'Athènes. Et là, chers auditeurs, c'est un tournant capital. Imaginez, être chassé de sa patrie, de sa ville adorée, au milieu de la guerre qu'on aimait tant servir. C'est une humiliation, mais pour Thucydide, c'est aussi une opportunité unique. Pendant 20 ans, il va voyager, recueillir des témoignages des deux camps, athéniens et spartiates. Il va interroger les acteurs, les témoins, les survivants. Il va voir les deux facettes de ce conflit, sans la contrainte de la loyauté forcée envers une seule cité. Son exil lui offre une liberté de pensée, une perspective qui sera cruciale pour son travail. Il passe ses années à enquêter, à comprendre, à écrire. Il ne reviendra à Athènes qu'après la fin de la guerre, en 404 avant JC. La guerre du Péloponnèse, cette fameuse guerre, éclate en 431 avant Jésus-Christ. C'est le choc des titans, Athènes et son empire maritime, démocratique et innovant, contre Sparte et sa ligue du Péloponnèse, une puissance terrestre, oligarchique et conservatrice. Ce n'est pas juste un conflit militaire, c'est une confrontation idéologique, une lutte pour l'hégémonie du monde grec. Une guerre longue, complexe, avec des phases de paix illusoires, des épidémies dévastatrices comme la peste d'Athènes qui emporte Périclès lui-même, des batailles navales épiques, des sièges interminables, et des atrocités commises par les deux camps. Thucydide, lui, va assister au déclenchement de cette guerre et en pressentir l'ampleur. Il comprend immédiatement que ce n'est pas une guerre ordinaire. Il pressent qu'elle sera la plus grande et la plus terrible des guerres qu'aient connues les Grecs. Et il décide de l'écrire. Mais Thucydide n'écrit pas l'histoire comme on l'écrivait avant lui. Avant lui, nous avions le merveilleux Hérodote, le « père de l'histoire », comme on l'appelle souvent. Hérodote, c'était un conteur, un voyageur curieux qui mélangeait les faits, les mythes, les anecdotes, les histoires des dieux, les récits de merveilles lointaines. C'était un régal à lire, mais son objectif était souvent de divertir et d'expliquer l'origine des guerres gréco-perses avec une touche de merveilleux. Thucydide, lui, a pris une toute autre direction. Il a cherché la vérité nue, la vérité froide, la vérité parfois brutale. Il se détourne des mythes, des interventions divines, des légendes. Pour lui, l'histoire n'est pas le fruit de la volonté des dieux, mais des décisions des hommes, de leurs passions, de leurs peurs, de leurs intérêts. C'est une révolution. Son approche est d'une modernité déconcertante. C'est presque scientifique. Il explique sa méthode dès les premières pages de son œuvre, Astérisque la guerre du Péloponnèse astérisque. Il dit avoir scrupuleusement vérifié ses sources, n'avoir rien rapporté de ce qu'il n'avait pas vu lui-même ou entendu d'un témoin fiable. Il fait la distinction entre ce qu'il a vécu et ce qu'il a entendu, et toujours en croisant les informations. C'est une démarche d'historien au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il cherche les faits, les causes profondes, les motivations. Il est le premier à chercher le « pourquoi » derrière le « quoi ».
Un aspect souvent discuté de l'œuvre de Thucydide, ce sont les discours. Son livre est rempli de longs discours attribués à Périclès, à des généraux, à des ambassadeurs. Or, Thucydide lui-même avoue qu'il n'a pas pu restituer ses discours mot pour mot. Il dit qu'il a rapporté ce que chaque orateur devait dire, selon moi, dans les circonstances données, en se tenant aussi près que possible de la pensée générale de ce qui a été réellement dit. C'est une précision importante. Ces discours ne sont pas des retranscriptions exactes. Mais ils sont essentiels. Ils sont là pour nous révéler les mentalités, les arguments politiques, les passions, les stratégies, les raisonnements qui animaient les acteurs de l'époque. Ils sont des fenêtres sur la pensée politique athénienne et spartiate. Prenons l'exemple le plus célèbre, le plus glaçant, le dialogue mélien. C'est un passage où les Athéniens, au sommet de leur puissance, viennent sommer la petite île neutre de Mélo de se soumettre et de rejoindre leur empire, sous peine d'être anéantis. Les Méliens plaident la justice, l'honneur, le droit. Les Athéniens, eux, leur répondent avec une logique implacable de la puissance. Ils disent: le droit, tel qu'il est compris dans le monde, ne s'applique qu'entre puissances égales. Entre inégaux, le fort fait ce qu'il peut, et le faible subit ce qu'il doit. C'est d'une brutalité cynique, mais d'une vérité qui résonne encore. Les Athéniens finissent par assiéger Mélo, massacrer tous les hommes et réduire les femmes et les enfants en esclavage. Ce dialogue est un chef-d'œuvre de réalisme politique. Il n'y a pas de bons ni de méchants absolus chez Thucydide. Il nous montre la nature humaine à l'œuvre, sa cruauté, son ambition démesurée. Il est le premier à nous montrer que la moralité est souvent la première victime de la guerre et de la poursuite du pouvoir. C'est là que réside la véritable force de Thucydide, son engagement envers l'impartialité, ou du moins, envers la tentative d'impartialité. Exilé d'Athènes, il n'épargne pas sa propre cité. Il critique ouvertement les erreurs, l'orgueil démesuré, les décisions catastrophiques prises par le peuple athénien sous l'influence de démagogues, notamment l'expédition de Sicile, une folle aventure qui coûtera cher à Athènes. Il montre les défauts de la démocratie, sa vulnérabilité au discours populiste, à l'impulsivité des foules. C'est un regard d'une lucidité incroyable, et cela, pour un Athénien de l'époque, était révolutionnaire. Il ne cherche pas à glorifier sa cité ou à diaboliser l'ennemi, il cherche à comprendre. Alors, quelle leçon Thucydide nous a-t-il laissé? Pourquoi est-il toujours aussi pertinent aujourd'hui? Premièrement, et c'est peut-être la plus grande de ces leçons, c'est l'idée de la nature humaine Thucydide pensait que la nature humaine était constante. Les motivations qui poussent les hommes à agir, la peur, l'intérêt, l'honneur, sont les mêmes hier qu'aujourd'hui, et seront les mêmes demain. Les guerres changent, les technologies évoluent, mais les ressorts psychologiques, les dynamiques de pouvoir restent fondamentalement identiques. C'est pourquoi son œuvre est un miroir tendu à l'humanité, une source intarissable de réflexion sur nos propres comportements, individuels et collectifs. Deuxièmement, il est le père du réalisme politique Il ne décrit pas le monde tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est . Il nous montre que la politique internationale est avant tout une lutte pour la puissance, où les États agissent par intérêt et par peur, et où le droit du plus fort prévaut souvent. C'est une vision qui peut paraître cynique, mais elle est aussi d'une grande honnêteté intellectuelle. Troisièmement, il nous met en garde contre les dangers de la démocratie lorsqu'elle est mal gouvernée. Il montre comment la rhétorique enflammée des démagogues peut entraîner une cité vers sa perte, comment les émotions peuvent prendre le pas sur la raison, menant à des décisions hâtives et désastreuses. L'exemple de l'expédition de Sicile, où Athènes, pleine d'une confiance excessive, lance une invasion démesurée et mal préparée contre Syracuse, est une étude de cas saisissante sur les dangers de l'hubris, l'orgueil démesuré. Quatrièmement, il nous a légué ce que les historiens et politologues appellent aujourd'hui le piège de Thucydide, C'est l'idée que lorsqu'une puissance établie, comme Sparte, voit l'émergence rapide d'une nouvelle puissance montante, Athènes, la guerre devient presque inévitable, tant les tensions et les peurs sont fortes. C'est un concept qui est revenu avec force dans les analyses géopolitiques contemporaines, notamment pour décrire la relation entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que l'histoire est condamnée à se répéter? Thucydide nous pousse à nous poser la question. Enfin, Thucydide a marqué à jamais la manière d'écrire l'histoire Il a posé les bases de la méthode historique, la recherche des causes, la vérification des faits, l'analyse critique des témoignages. Il ne raconte pas seulement des événements. Il essaie de les expliquer, d'en tirer des lois générales sur le fonctionnement des sociétés et des relations entre États. Son œuvre n'est pas qu'un récit, c'est une enquête, une méditation sur la guerre et la politique. Son style est concis, dense, parfois austère, mais d'une force incroyable. Il ne cherche pas à émouvoir par des artifices, mais par la puissance de ses observations et la profondeur de sa pensée.
Il était convaincu que son œuvre serait un acquis pour toujours, et non une composition d'un jour. Et il avait raison. Le fait qu'un texte écrit il y a plus de 2400 ans puisse encore nous éclairer sur les enjeux du monde actuel est tout simplement stupéfiant. Thucydide est bien plus qu'un historien de la guerre du Péloponnèse. Il est un penseur de la condition humaine, un analyste des mécanismes de pouvoir, un prophète malgré lui des dynamiques qui continuent de façonner notre monde. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de conflits, de jeux de pouvoir, de montée en puissance ou de chute d'empire, ayez une pensée pour Thucydide. Son regard lucide, parfois sombre, est un rappel puissant que l'histoire, si elle ne se répète jamais à l'identique, rime souvent avec les mêmes passions humaines. Merci d'avoir partagé ce moment avec Astérisque, l'historien du dimanche Astérisque. J'espère que cette plongée dans l'esprit de Thucydide vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce géant de l'histoire. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire passionnante. Au revoir.